Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Dead Cells. C'est pas souvent qu'on parle pas d'un jeu à nous, ça fait toujours plaisir. Alors je sais pas, c'est un jeu de qui? Ça c'est pas un truc qui m'intéresse à chaque fois moi. Motion Twins, Scorpion masqué, il y a marqué dessus. Je sais le jeu vidéo, hein, voilà, je sais qu'il y a marqué Théo Rivière et je crois que c'est un gars connu, Théo Rivière. Mais honnêtement, je suis pas du genre à m'intéresser ni aux auteurs ni aux éditeurs d'une manière générale. C'est pas parce que il y a une forme de dénigrement de ma part sur cette partie spécifique de l'artistique, c'est plutôt que c'est générique en fait. Je m'intéresse rarement au travail global d'une œuvre de quelqu'un. Souvent, j'arrive à un stade où ça m'intéresse, j'en tire ce que j'en tire d'un point de vue artistique, après je passe à autre chose. Je suis rarement fan de quelqu'un, donc je m'intéresse rarement au travail de quelqu'un dans sa généralité. Je le fais dans le jeu vidéo, hein, parce qu'il y a des séries de jeux vidéo que j'aime bien, mais je suis plus attaché à l'univers, aux personnages qu'aux personnes qui les font. Par exemple, une de mes séries de jeux vidéo préférées, c'est Resident Evil. Vous me dites qui a créé ça, je suis incapable de vous le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécaniques, c'est le game design, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qui l'a fait dans l'absolu? C'est pas le genre de truc, la personne qui est derrière. Si j'avais l'occasion de rencontrer, ça m'intéresserait, mais voilà. Donc, d'une manière générale, je dis ça pourquoi? Parce que je vais faire plein de vidéos sur plein de jeux là dans un futur assez proche. Et simplement, je suis pas concerné de me dire, il y a des gens qui disent, ah ouais, c'est un Lucky Duck Games, c'est un BlackRock Games, machin, donc faut s'attendre à ci, à ça. Il y a des gens qui ont cette fibre-là. Moi, je l'ai pas. Moi, je prends un jeu, je le teste, je le joue, j'aime pas, et je ne m'amuse pas, même si j'aime, à dire, ah ouais, donc je vais peut-être m'enseigner sur ce qu'ils ont fait d'autres, peut-être que ça peut m'intéresser, je sais pas pourquoi, j'ai pas ce truc-là, mais voilà, je l'ai jamais eu et je l'aurai jamais, ni pour autre chose, ni pour le jeu de société, de toute façon. Dead Cells, c'est un jeu un peu particulier parce que je l'avais vu à Bordeaux, je l'avais pas acheté. Parce que le salon c'était assez relativement fait chier. Et là, au flip, ils nous ont dit, hey, les gars, canicule, donc de 12h à 18h, vous n'allez rien faire. Donc on s'est dit, on a 6 heures par jour à s'occuper. Il y a Herbe qui était avec moi, parce que je jouais avec le frangin, il joue pas. Mais Herbe, il était là, j'ai un copain pour jouer. Ah bah attends, bouge pas, je vais nous trouver un jeu coop. Et j'ai regardé un petit peu dans la boutique là-bas de la place du drapeau et j'ai revu Dead Cells. J'ai regardé des notes et des critiques, même si au vu il y a vraiment des jeux que moi je trouve éclatés du derche et qui ont des 8 ou des 9 sur 10 aka Skyrim, hein, enfin Elden Ring, on en avait parlé. Donc je me suis dit, la note ça veut pas dire grand chose, mais allez, c'est coopératif, c'est joli, le jeu vidéo je l'ai fait, j'avais pas passé un mauvais moment dedans, je l'avais fini même si je l'avais pas poncé, parce qu'après en gros tu peux refaire le jeu en boucle avec plus de difficultés, ça c'est pas pour moi, j'ai fait le jeu, je l'ai terminé, j'ai eu le boss final. Ça m'allait très bien. Donc le jeu, je l'ai fait. Sans en être un grand fan, j'ai pas passé un mauvais moment et je me suis dit, allez, le jeu vidéo, on peut essayer. Le jeu de société, pardon, on peut essayer. On peut voir comment ça s'adapte, d'autant que le jeu vidéo est un jeu solo, donc en faire un jeu coopératif, pourquoi pas, comment ils ont abordé ça. J'étais curieux, on avait du temps à tuer, je l'ai acheté et on a testé. C'est un jeu, concrètement, j'y ai joué, je pense actuellement, plus de 10 heures, c'est sûr, probablement plus de 15, mais pas plus de 20. J'ai probablement entre 15 et 20 heures de jeu dessus. Je l'ai pas terminé, j'ai pas tué le boss final, mais en gros, j'ai tout tué sauf ce boss final là. Donc, je vais expliquer un peu comment ça marche. Mais donc, j'ai largement fait tourner le jeu. J'ai largement vu des trucs qui m'ont pas plu, j'ai largement vu des trucs qui m'ont plu. Je vais pouvoir vous dire globalement ce que j'en ai pensé. Je vous le dis parce que des fois, je peux vous faire des critiques de jeu où j'ai fait une ou deux parties, je dis, bon, en gros, j'ai joué 1h30, je dis, c'est pas pour moi, ça me plaira pas. Lui, j'ai joué quand même. Et si j'ai joué, c'est qu'il y a quand même des choses qui me plaisent, même si, et je préfère vous le dire tout de suite, je vais vous dire des choses et je vais tout de suite modifier certaines règles dès la lecture en fait. Il y a des choses qui sont pas possibles et c'est rigolo parce qu'en ayant parlé avec des gens qui ont acheté le jeu, ils m'ont dit, ah non mais direct, bien sûr qu'on fait pas ça, c'est complètement con. Et ça me rassure de voir que je suis pas le seul à faire ça. On va en parler tout de suite, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est parti, c'était une intro un peu longuette, vous m'en voulez pas. Voilà Dead Cell installé sur une table, sachant que je vais jouer tout seul, je vais vous faire juste un début de game pour vous montrer un peu les mécaniques du jeu, suffisamment pour que vous puissiez comprendre. Le but c'est pas de vous faire une expli partie, je vais pas faire une partie jusqu'au bout, le but c'est pas de vous montrer la mise en place, ça m'intéresse pas non plus. Vous avez plein de vidéos qui existent, de ressources de mecs qui ont fait ça hyper bien, je vais pas vous refaire un ersatz de ça, c'est pas la peine. Moi ce qui va m'intéresser maintenant c'est que vous compreniez suffisamment les mécaniques du jeu pour que je puisse vous dire ce que j'ai aimé, pas aimé tout au long de mon expérience. Alors pour commencer de manière assez particulière, je vais vous mettre du blanc là, c'est un roguelite. Un roguelite, c'est quoi? Je dis bien roguelite,
comme LITE et pas LIKE, c'est pas un roguelike. La différence entre le roguelike et le roguelite, c'est des terminologies de jeux vidéo, mais le roguelike, vous recommencez à chaque fois quand vous refaites des parties, vous repartez de zéro. Donc c'est des parties, typiquement, pour vous parler jeux de société, là, lors de VL, le deck building, le classique, c'est un roguelike. Vous démarrez une partie, vous faites votre partie, vous vous améliorez. Quand la partie est terminée, vous redémarrez une partie, vous redémarrez de zéro à chaque fois. C'est systématiquement, vous redémarrez, il n'y a pas de gain de puissance. Un roguelite, vous redémarrez de zéro, mais vous gardez une petite partie des ressources, ou en tout cas des éléments où vous débloquez des choses pour les parties suivantes, qui fait que malgré que vous repartiez du début, bien, votre perso est de plus en plus balèze, ou alors il y a de plus en plus de possibilités, il y a peut-être de plus en plus de sélection de personnages, choses comme ça. En tout cas, il y a une évolution de partie en partie. Un roguelike, il n'y en a pas. Chaque partie, tu repars de zéro et quand tu as fini, tu as fini. Le roguelite, tu gardes un petit quelque chose. J'aime bien les roguelites. J'ai du mal avec les roguelikes dans le jeu vidéo parce que j'aime bien l'idée que mon expérience évolue forcément à mesure que je joue aux jeux vidéo, mais j'aime aussi cette idée de me dire que j'emmène un petit peu de quelque chose. C'est-à-dire que si quelque chose est trop dur pour moi, parce que j'ai une limite en termes de joueurs, eh bien je pourrais l'avoir à l'usure. Ma connaissance va évoluer, mais aussi ma puissance va évoluer. Peut-être que ce boss, j'arrive pas à le tuer, mais qu'il me manque à chaque fois 10% de points de vie. Et le fait d'avoir cette petite augmentation, peut-être que ça va suffire à le gratter. Et ça permet aussi de rendre les éléments qui étaient durs au début de plus en plus faciles. Tu as cette sensation de monter en puissance. Et pas uniquement par tes capacités, mais aussi par tes déblocages de gameplay, de game design, d'amélioration de personnages, peu importe ce que ça peut être dans sa globalité. C'est comme si vous faisiez des parties de DVDBT et qu'à chaque fois que vous faites une partie, je vous autorise à commencer la partie d'après avec une carte récompense. Voilà. Vous seriez nativement de plus en plus fort. Là, c'est pas le cas dans le DVDBT et ça va être le cas ici. C'est-à-dire que je reviens ici. Concrètement, si je vous explique un peu ce que j'ai devant moi, là j'ai deux personnages. Alors je joue pas en mode solo. Il y a un mode solo avec une espèce d'épée ou je ne sais quoi qui s'appelle Sérénade. Je vais être très honnête avec vous, cette partie des règles, je ne l'ai pas lue. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on l'a joué en coop avec Herbe et que ça me paraît pas insurmontable de jouer deux personnages. Donc en fait, je préfère quand je joue solo, je prends les deux persos qu'on a montés avec Herbe, où les decks sont prêts et sont buildés et qui ont été réfléchis ensemble. Et comme ça, je peux continuer à avoir cette sensation de jeu avec des persos qui font des combos plutôt que ce truc-là. Ça se trouve qui marche très bien. Je n'en sais rien, donc je ne critiquerai pas que ce soit en bien ou en mal. En gros, on a donc deux persos ici avec chacun un petit deck et des compétences que je vais essayer de vous montrer assez simplement. Alors bougez pas, je vais faire ça. Je vais prendre mon gros plan, mon orbital, pardon, et je vais vous le zoomer un tout petit peu. Voilà. Ça devrait être suffisant pour que vous voyez là en bas ce qui se passe. En gros, ça c'est mes points de vie. Ça c'est mon nombre de base de points de vie qui est à 3. Alors j'ai un bonus ici qui dit +1, donc je suis à 4. Mais concrètement, quand je vais augmenter mon personnage, comme ça que ça se passe, eh bien on débloque tout ce qui est à gauche de la petite flèche. Donc là j'aurai un point de vie supplémentaire et donc mon max il serait comme ça. Donc ça c'est très très classique. On a ici, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la puissance et la tactique, un truc comme ça. Ça a des noms un peu dans ce genre-là. Je sais plus c'est quoi les noms exacts, mais c'est pas très très grave. Ça donc, le tactique, si je dis pas de bêtises, ça c'est des compétences. Donc moi par exemple, ça va me permettre, je suis là, de pouvoir faire cramer des gens. Vous voyez un petit symbole de flamme, hein, je vous montrerai tout ça, comment ça marche. Et ici c'est pareil, ça permet d'augmenter, par exemple, je peux faire cramer des trucs ou faire des dégâts gratos, ce genre de choses là. Et tous les persos ont cette même mécanique, mais chaque perso a son board un petit peu différent et chaque perso commence aussi avec des cartes qui le représentent, qui sont différentes. Alors il n'y a pas une grosse différence quand même, je trouve, c'est très personnel, mais il n'y a pas une grosse différence de sensation de jeu entre les personnages. C'est différent, mais c'est pas aussi différent que de jouer un magicien ou de jouer un guerrier dans un jeu classique. C'est finalement assez, c'est pas anecdotique, c'est pas complètement différent, c'est un truc entre les deux. Tu le sens que c'est là, mais t'es pas non plus en train de te dire ouais, j'ai trop envie de tester ce perso pour voir ce qu'il ferait. Finalement, j'ai joué lui, il a joué lui, et j'ai pas l'impression que ma partie, en tout cas ma sensation de jeu, et vous allez voir pourquoi ici, serait complètement différente si j'avais des persos différents. Donc, si ce que vous avez envie, c'est de jouer des persos différents et d'avoir des nouvelles sensations de jeu en fonction du perso que vous prenez, j'ai pas l'impression que ça soit ce genre de jeu-là. Autre chose, donc, ça c'est pour les personnages. Ici, vous avez un board qui est en gros, ça c'est la partie roguelite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer à la maison, on va pouvoir dépenser de l'argent, qui sont ces espèces de petites cellules là, en achetant dans des piles. Il faut pas surtout pas mélanger, donc vous achetez en fait et vous prenez les cartes au fur et à mesure. Et ça vous débloque des trucs. Au début, c'est vide ou presque vide tout partout. Si c'est même complètement vide, et à mesure que vous débloquez des choses, vous les mettez dans les encoches. C'est l'une des premières choses qu'on a changé, nous, quand on a lu les règles, c'est que normalement, quand on débloque des trucs, peut-être que je dis des conneries, j'ai pas relu les règles depuis qu'on a modifié le truc, mais vous me direz dans les commentaires si je dis des conneries là-dessus.
Normalement, quand tu débloques, par exemple, ici des mutations, là, j'ai plus 1 PV, mais j'en ai une en dessous qui me dit, bah, vous commencez avec un truc vert en plus. Il me semble normalement que tu es censé choisir celle que tu actives. Donc, tu es censé en avoir qu'une active. Il me semble avoir lu ça, et si c'est le cas, nous, c'est ce qu'on a changé direct. C'est-à-dire que quand on a débloqué des trucs, on les a toutes activés, pour la simple et bonne raison que, pour moi, tout ce que ça changeait, c'est que ça allait faire que le jeu allait être plus dur, et donc que j'allais devoir farmer plus longtemps, et donc faire des parties à vide plus longtemps avant de pouvoir continuer à progresser. C'est-à-dire peut-être que si vous suivez exactement ce qu'on vous met dans le manuel, et c'est sûr aussi sur un autre aspect du jeu dont on va parler tout de suite, je suis à peu près sûr que vous allez mettre 3 à 4 fois plus de temps que nous à arriver là où on en est maintenant. C'est-à-dire quasiment devant le boss final en une quinzaine d'heures de jeu, on va dire un petit peu plus de 15 heures. Probablement qu'il faut au moins le double si vous n'avez pas vos augmentations là-bas. Ça paraît pas grand-chose ces petits plus 1, mais ça fait quand même la différence, on le sent. Au début, on était là, ah, c'est tout. Et finalement, on le sent quand même, cette augmentation, cette montée en puissance. Elle n'est pas explosive, mais elle est linéaire et elle est là. Elle est ressentie quand même. Elle augmente pour autant, elle ne change pas la sensation de jeu. C'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance, mais on n'a pas cette impression de décupler les possibilités. On a simplement la sensation d'être juste plus fort. Comme un barbare qui passerait de 1 à 2 à 3 dégâts, mais qui aurait toujours qu'une seule attaque par tour, un peu dans ce genre-là. Alors, c'est un petit peu nuancé ce que je dis quand même, parce que en fonction des cartes qu'on choisit, de ça, il y a un petit peu de stratégie qui s'ouvre, mais c'est pas explosif. Ce qui fait que l'augmentation, pour moi, respecter cette règle-là, par exemple, de n'avoir qu'un seul bonus ou de n'avoir qu'une seule habilité, c'est pareil, ça c'est des petits trucs qui nous permettent d'avoir des habilités pendant la partie. Moi, je les débloque toutes. Parce que tout ce que ça va faire, c'est rajouter du temps de grind sur un jeu dont l'évolution est assez linéaire et donc assez. J'aurais eu peur de m'épuiser d'ennui avant d'arriver au bout. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Je pense que je vais arriver au bout. Après, j'en demanderai pas plus. Quand j'aurai fini, j'aurai fini. Mais je me verrai pas avoir eu besoin de faire ça 10 heures de plus parce que le jeu est pas suffisamment intéressant pour ça. C'est pas un mauvais jeu. C'est pas un très bon jeu. C'est pour moi, un bon jeu. C'est un hockey tiers. C'est un 6,5, 7, si vous voulez une note. 7, ce serait un 14, ce serait un bien. Hein, c'est la mention bien au bac. Ce serait ça. Et ce serait ça avec le fait qu'on ait modifié les règles. Les règles, concrètement, qu'on a modifiées, c'est 2 trucs. Les déblocages ici, quand il nous dit bah faut en choisir un, on a dit on les a tous. Ce qui en plus augmente les possibilités, les machins, pour moi c'est plus intéressant d'un point de vue profondeur. Hein. Et la deuxième, c'est la communication en combat. En combat, vous allez voir qu'on doit jouer des cartes et on n'est pas censé pouvoir communiquer sur exactement ce que font nos cartes. Normalement, on n'a pas le droit. On est censé dire bah ouais, je crois que tu es censé donner une information, genre autour d'eux, je vais taper un mec. Mais en vrai, ta carte, elle a 3 infos dessus et tu n'es donc pas censé pouvoir te coordonner. Première chose qu'on a fait sauter, c'est ça. Direct, on l'a lu, on a dit nope, et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure quand j'ai discuté avec des gens. Et je leur ai dit, mais la communication, ils m'ont dit, ah non, mais tout de suite, on a commencé à parler en fait. C'est-à-dire que le jeu, en discutant, il est équilibré, et moi j'ai l'impression, pour que ça passe pile poil ou pas loin du pile poil. C'est-à-dire que tu vas prendre des dégâts, tu vas souffrir, de temps en temps sur un pas de bol, tu vas perdre des runs, mais globalement, si tu joues bien, tu passes. Tu passes, hein. C'est facile, c'est tu passes. Il faut réfléchir, il faut bien mettre les bons combos, les erreurs, tu les payes. C'est pas désagréable. Mais ça, c'est quand tu as le droit de communiquer. C'est-à-dire que tu dis, ok, alors moi je vais mettre du feu là, puis du feu là, du coup lui il brûle, t'as pas besoin de t'en occuper. Est-ce que tu arrives à mettre 2 dégâts et toi 1 dégât? Comme ça, lui il fait ça. Et là, tu tailles le bout de gras de manière à ce que tu prennes un minimum de dégâts. Mais ouais, mais il va te taper. T'inquiète, je peux bloquer parce que j'ai tel perso, donc je peux prendre les dégâts à ta place. Toute cette communication-là est ultra intéressante. Pour moi, c'est là que la partie fun du jeu est. Et dans le manuel, ils te disent, t'as pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que pour moi, le jeu, toujours pareil, dans sa version de base, avec le fait de retirer la communication, il perd vite 2 points. Ça serait un 12, 11 à tout péter, parce que j'ai pas la possibilité de mettre en place une stratégie. Le jeu, dans mes tours, il n'a pas une profondeur incroyable. Je vais concrètement jouer une carte et puis on va appliquer. Les ennemis n'ont pas une profondeur incroyable, on va simplement appliquer bêtement ce qu'ils font. Les mécaniques, les déplacements, machin, il n'y a rien qui est extrêmement profond. Là où la complexité du jeu elle vient, ça va être sur le fait que les combats sont durs et que pour qu'ils soient passables, il faut que tu puisses communiquer pour te coordonner de manière hyper efficace. Et c'est là que vient la profondeur. Si tu m'enlèves ça, pour moi, tu m'enlèves la profondeur du jeu. Et je ne comprendrai jamais les jeux qui le font. Le fait de ne pas communiquer. Alors, à de quelques exceptions près, hein, Tech Time, Magic Maze, c'est bien sûr qu'il ne faut pas communiquer, mais dans les jeux comme ça, où tu aurais tout intérêt à communiquer, te l'enlève. Et tu perds de la profondeur. Pour moi, tu ne fais que perdre de la profondeur. Et ça me fait la sensation très jeu vidéo-esque de on va étirer la durée de vie pour le plaisir d'étirer la durée de vie. C'est la même raison pour laquelle j'ai pas tous mes déblocages d'un coup, même si là, ça pourrait justifier par des volontés de ne pas surcharger l'esprit des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer.
Mais moi, concrètement, je suis pas d'accord avec ça. J'ai envie d'avoir des combos et pour ça, j'ai envie de pouvoir communiquer avec mes potes ou moi tout seul, hein, peu importe, avec mes 2 mains. J'ai envie de tout ça, ce qui va me permettre de passer des combats. Et ça, c'est pour moi, elle est là la partie fun. Donc voilà les 2 règles qu'on a changées, déblocage et communication à balle. À autant que faire se peut et autant de temps que ça prend, on n'en a rien à faire, on communique. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi appris à spécialiser nos personnages. On s'est attribué des rôles qui n'étaient pas une obligation. Lui, il a clairement pris le rôle du tank et moi le rôle du celui qui va cramer tout le monde. Hem, peut-être ça, c'est peut-être un aspect qu'on n'aurait pas pu mettre en place, si on n'avait pas pu communiquer. On aurait dû y aller un petit peu à l'instinct tous et enfin, concrètement, je serais encore une fois, je serais curieux d'avoir un auteur en face. Peut-être avec Théo Rivière, j'imagine, je crois que c'est un Français, hein. Peut-être que lui pourrait me le dire. Qu'est-ce qui justifie ce truc-là? Je serais ultra curieux d'avoir une justification sur le fait qu'on interdise les gens de communiquer. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'un point de vue gameplay? Pour moi, ça retire de la complexité, ça retire de la synergie, ça retire de l'émulsion entre les joueurs, mais à aucun moment, ça n'ajoute quoi que ce soit d'autre que de la difficulté de manière, hem, j'ai absurde qui m'est venu, mais c'est pas le mot, de manière, détournée, à défaut de meilleurs mots. Voilà. C'est parti pour Dead Cells. Je vous montre rapidement comment ça marche et après on discute un peu le bout de gras sur toutes les mécaniques du jeu. C'est parti. Ça, on en parlera après, c'est le système d'amélioration. On va voir après, je vous expliquerai. Ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là pour commencer. Ça, je sais plus comment il l'appelle, hein, ça doit être la zone. Ici, c'est le quartier des prisonniers. C'est la première zone du jeu, mes persos sont trop pétés, je vais leur rouler dessus. C'est normal, l'idée c'est de vous montrer les mécaniques du jeu. Concrètement, comment ça se passe? On a ici un petit bonhomme, enfin un petit pion dans lequel on peut enquiller tous les bonhommes. Les bonhommes sont tous ensemble, hein. Donc en fait, on peut les enquiller, il y a 4 encoches. On avait mis nos 2 bonhommes parce qu'ils sont 2. Je rappelle que je joue en solo, mais je prends 2 persos comme si j'étais en duo. Donc je vais les jouer comme si voilà, j'étais en duo. Et concrètement, on va se balader ici, sur le plateau, et il y a un système de flèches, hein, il y a un sens, je peux pas revenir en arrière, donc je suis obligé de suivre le petit système de flèches, et le but c'est d'arriver à une de ces 2 portes. Quand j'arrive à une de ces 2 portes, je change de zone, donc j'enlève ce plateau, j'en mets un autre à la place, je remets des petites tuiles de la zone, alors là c'est la zone B1, donc c'est des tuiles de la zone, tout simplement B1, mais si j'arrive sur une autre zone, et bah, la B2, je mets les tuiles B2, etc. etc. Puis après c'est le jeu des formes, hein, moi, le carré dans les carrés, le rond dans les ronds. Ça c'est un peu chiant à manipuler, mais ça se fait bien. C'est un peu chiant à manipuler, mais je vois pas. En vrai, j'ai pas de meilleure solution. Je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça. C'était obligé d'être comme ça. Ça fait de la rejouabilité parce que tu les mets pas tous au même endroit et il y en a plus que nécessaire. C'est assez chiant à manipuler quand tu démarres une run, tu meurs au 3e combat au début, bah, tu dois remettre en place, mais t'as pas bougé grand chose, donc ça va. Puis tu dis, mais est-ce que je change les tuiles ou pas? Bah, tu reprends les tuiles et tu. Ouais, c'est ce genre de manipulation-là. Ça marche. Ça marche. À la longue, c'est un petit peu chiant, mais concrètement, j'ai rien à dire là-dessus, ça fonctionne. On a en gros ça doit être des combats, ça c'est le marchand, ça c'est les coffres, ça c'est un combat élite et ça c'est soit des combats, soit des bonus. Donc cette espèce de forme hexagonale, je vais vous les montrer au fur et à mesure qu'on va aller dessus. Celle-là elle est retournée parce que j'ai une rune qui me permet de la retourner, tout simplement. Et puis bah, c'est parti pour vous montrer comment ça marche. J'arrive ici, je tombe sur cette tuile là, donc je vais déplacer mes bonhommes dessus, mais en gros je suis tombé sur cette tuile là. Je vous montrerai les combats quand on arrivera sur un combat, hein. Alors normalement ils ont chacun 3 cartes en main. Je vais piocher 3 cartes en main chacun. Que je vais me mettre là pour bien les voir. Et normalement, je devrais avoir un équipement gratos, mais bon, vu qu'on est. Oh, je vais le piocher. Allez. Ça va me permettre de vous montrer les équipements quand on va arriver en combat. Tac. Et après, je vous parlerai un petit peu de. Je crois qu'autour 2, c'est mieux lui. De souvenir. Ok. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est un pion qui dit concrètement le roi. Alors nous, on appelle ça le roi, mais c'est le pion premier joueur. Mais nous, on dit c'est le roi de la France. On n'arrêtait pas de dire ça quand on se l'est posé. Je crois que c'est une référence au. C'est pas les nuls, c'est les inconnus, pardon. J'ai toujours un doute, c'est les inconnus. Il est difficile d'être le roi de la France. Et donc ça dit que le roi, il va augmenter son truc vert de 1. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que ça augmente de 1, donc il gagne 1 point de vie et il va augmenter de 1. C'est lui le roi, hein. Il a la petite couronne sur la tête, regardez. Et donc ça c'est fait, on est dessus et on enchaîne, on va aller en bas et on va arriver mécaniquement sur un combat. Alors, un truc de combat, ça ressemble à ça. De temps en temps, il y a une petite étoile rouge sur les monstres, ça veut dire que c'est des élites. Sinon, ça veut dire que là, c'est 2 monstres de base. Donc, je vais prendre 2 monstres de base, je vais les piocher et on les place hop sur le board. Alors, de temps en temps, il y a des petites mécaniques qui vous disent il y en a un qui se place, il y en a un qui se place avant, il y en a un qui se place derrière. Mais là, c'est 2 monstres pourris, on va les dérouiller vite fait, bien fait. Je vais vous montrer comment ça marche. Il y a aussi ici, donc, 2 petites dents. Et ça, c'est 2 petites dents qu'on va pouvoir prendre et qu'on va pouvoir mettre ici.
Tac, donc je les ai mis là. Et ça, c'est le loot, en fait, si on ramasse, faut les mettre en dessous, mais si on ramasse, on a un petit symbole de main, et bien on peut ramasser ce butin-là, et donc on l'aura. Si on le ramasse pas, il sera perdu. Ensuite, un monstre, ça ressemble à ça. Et ça va me permettre de vous expliquer un peu comment fonctionnent les combats, parce que, en gros, les cartes de héros sont kiff-kiff pareil. C'est assez simple à jouer, hein. C'est mécaniquement en, je vais dire en 3 bonnes minutes, ça va expliquer les règles si vous torchez un peu. C'est pas compliqué, je joue les cartes, on résout les cartes, et puis c'est à peu près tout ce qui se passe. Franchement, non, ça marche. Ça marchouille. Les règles sont simples. C'est peut-être pour ça que ça manque aussi un peu de profondeur. Trop simple, je ne sais pas, je ne pense pas. Ça nous a occupé le temps que ça avait besoin de nous occuper, toujours pareil, en changeant les règles qu'on a changées. Parce que, en fait, finalement, ça, c'est jamais beaucoup plus compliqué que ce qui a marqué ici, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Mais de fait, ça manque d'explosivité dans les possibilités. Donc vraiment, là où nous, on a eu le fun, c'est le plaisir de communiquer face aux statistiques qui étaient de plus en plus contre nous, parce que les monstres étaient de plus en plus forts, même si nous, on montait en puissance aussi, hein. Donc le monstre, il a 2 points de vie, donc c'est dès qu'il prend 2 dégâts, il est mort. Et là, en fait, chaque combat va se dérouler en 3 phases. Enfin, en gros, 3. On va en parler après, il y a 2-3 petites différences, mais en gros, on va chacun jouer une carte. Eux, ils ont leur carte, là, c'est-à-dire qu'au tour 1, à la phase 1, il va nous faire une goutte de sang, donc il y a un mec qui va pisser le sang. À la phase 2, il dira qu'il est intouchable, et à la phase 3, il fera rien. Voilà. Et ça, c'est s'il meurt, on gagne une petite cellule, donc ça, c'est les ressources qu'on garde de combat en combat, et de partie en partie, pardon, et ça, c'est les dents, donc ça, c'est une ressource qu'on utilise durant la partie, c'est perdu quand la partie est terminée, donc il faut les dépenser chez le marchand, etc. etc. Et lui, un pouvoir, il dit, tu retires, quand il est mort, tu retires le saignement d'un prisonnier. Ok. Saignement, ça te fait pisser le sang. À la fin de chaque phase, tu prends un dégât dans la tronche. Et vous allez voir que si je prends une carte d'anatomie hop, d'un héros, bah, c'est kiff-kiff pareil. J'ai le 1, 2, 3. Premier tour, il va faire un dégât. Ça, c'est les emplacements sur le plateau. Donc, regardez bien les emplacements qui sont là. Et en gros, il pourrait taper absolument partout avec cette carte-là. Il y en a qui ont des limitations. Est-ce que j'en ai une avec des limitations? Là, je vous en montre une, par exemple. Hop, pardon. Ici, avec une limitation. Là, il ne peut pas taper tout au fond, par exemple. Deuxième tour, il va faire ce petit symbole là qui en gros revient à être le symbole qui va soit permettre d'activer les capacités spéciales de vos héros. Donc moi par exemple, je peux soit faire cramer des mecs, soit leur mettre des petites cibles qui font qu'ils prennent plus de dégâts, soit activer des armes. Il y a parfois des armes qui vont vous demander d'activer ça. Et ensuite là, j'ai le petit symbole, le fameux symbole ramassé qui permet de récupérer le butin pour taper les monstres. Donc voilà comment ça se passe en gros. Les monstres ils sont là, on sait ce qu'ils vont faire. Donc chaque tour ils vont faire ça. Nous on joue avant. Donc en fait on va résoudre de gauche à droite. De temps en temps il y a des monstres qui se mettent ici, donc ils jouent avant le groupe des héros. Après c'est nous. Après on résout les monstres. Puis on passe au... Donc ça c'est la phase 1. On fait phase 1A, phase 1A, phase 1A, phase 1A. Puis on passe à la phase 2. On regarde s'il y a un monstre, qu'est-ce qu'il fait phase 2. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait phase 2. Puis phase 2, puis phase 2. Et en fait, chaque combat il va se passer qu'on va en gros jouer une carte chacun. Alors là je suis à 2 joueurs. Ersatz de 2 joueurs, donc le roi il va en jouer 2 et lui il va en jouer une. Et c'est là que tu te coordonnes, tu dis alors attends, phase 1 tu mets un dégât, puis moi je fais ça, comme ça il n'a pas le temps de jouer, etc. etc. Et c'est là que c'est intéressant la profondeur. Mais donc concrètement, on choisit chacun une carte, et après on peut gentiment claquer les culs. Ce que je vais faire là, c'est que je vais réfléchir 30 secondes, je vais jouer des cartes de héros. J'ai joué par exemple, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait ramasser, on s'en fout des dégâts. Lui met des dégâts à tous là, admettons. Admettons qu'ils mettent des dégâts à tous. Il faut le tuer lui assez vite. Et je vais jouer donc une carte là, sans grande. Voilà, je vais jouer ces 2 cartes là pour lui. Donc le roi il va jouer 2 cartes comme ça. Et lui il va jouer une carte comme ça après. Sans grande réflexion. Et je vais vous les montrer, on va les résoudre. Donc s'il y avait un monstre ici, on commencerait par ça. Mais d'abord on commence par la phase 0. C'est-à-dire qu'il y a des effets. Il y a la phase 1, 2, 3 que vous avez vu sur les cartes. Mais il y a des effets qui se déclenchent en 0. Moi par exemple, là mon héros, il dit qu'en 0, je peux mettre un dégât quelque part. Donc, je vais commencer direct en 0 et je vais mettre un dégât ici par exemple. Ça c'est la capacité de mon personnage. Et c'est là qu'en fait gagner en puissance, par exemple quand je suis ici et qu'en phase 0 j'ai 2 fois le fait de mettre un dégât, ça veut dire que je commence tous les combats en mettant 2 dégâts directs, ça fait vite des carnages sur les premières zones, vous voyez que ça va être vite très très mal en fait, ils vont vite pas bouger ces mecs là parce qu'ils vont pas avoir le temps de jouer. Donc j'ai joué toutes ces cartes et donc maintenant on est parti pour les résoudre. J'ai joué cette première carte sur... Donc on va toujours résoudre le premier joueur en premier. Il n'a pas de tour 0. Si lui il met un bouclier en tour 0. Alors moi je l'ai joué un peu mais pas autant que ça. Son perso, voilà. Tour 0 il a joué une carte. Donc tour 1, lui il va mettre un dégât et ça veut dire qu'il passe le bouclier. Donc en gros s'il avait de la défense il prend la tronche. Et donc je vais mettre un dégât ici directement sur le lancer de couteau. Donc il va prendre son deuxième dégât, il va mourir. Et quand il meurt, eh bien je gagne une cellule
et je gagne une dent. Voilà, ça c'est fait, c'est poubelle. Paf. Vous n'êtes pas à l'abri que je dise des conneries sur les règles aussi, hein. Toujours pareil, on les a lues, on n'a pas regardé les vidéos pendant 4 heures. On fait tous des misplays, c'est normal, ça arrive. Si je fais des conneries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Ensuite, tour 1, cette carte-là, elle ne fait rien, et j'arrive sur ce personne-là, étape tour 1, je vais pas vous la montrer, mais en gros, ça fait 1 dégât aussi, que je vais mettre ici. Donc là, j'ai joué mon premier joueur, puis mon immolé, maintenant j'arrive au grenadier, et lui, tour 1, qu'est-ce qu'il fait? Il met un blocage, il se met un blocage. Donc la prochaine fois qu'il va être tapé, il va le bloquer. Là, tour 1, il n'y a plus rien, on arrive au tour 2, il n'y a pas de monstre ici, donc c'est moi, on résout le tour 2, lui il fait rien, mais j'ai une arme, un petit équipement ici, celui qui m'a été donné en début de partie. C'est une épée rouillée qui dit bah tour 2, tu peux mettre un dégât. Et donc à la place de jouer une action de ma carte, je peux jouer le petit équipement. C'est pas mal ces petits équipements, ça donne un petit peu de fluctuation. Je vous explique comment ça se débloque tout ça. Parler un petit peu encore de l'aspect roguelite. Donc je vais mettre un dégât qui va être bloqué par ce monstre. Puis j'arrive sur mon immolé qui peut faire un truc du genre faire cramer quelque chose. Mais ça n'a pas grand intérêt. Je vais quand même faire, donc je vais utiliser la petite roue rentrée pour déclencher le truc de brûlure pour montrer comment ça marche. Alors la brûlure, elle dit en gros, si un ennemi a 2 feux, il meurt. Donc si tu arrives à faire brûler 2 fois, c'est gagné. Puis ensuite, on arrive au 3e tour, ce que lui fait rien. 3e tour, il se passe quoi? Alors en fait, une fois qu'on a joué les cartes, vous voyez qu'il n'y a plus qu'à lire et résoudre, hein. Lui, il fait un dégât à tous, donc là, il va mourir. Ok. Il est mort, on va le foutre ici dans la défausse. Quand il meurt, je gagne une cellule. Puis on va continuer de résoudre. Alors il y a 2 dégâts, mais il n'y a plus personne à taper. Et lui, il a la main, donc il ramasse. Et voilà, là, j'ai tout ramassé, j'ai tout tué. Un beau combat, c'est ça. On n'a pris aucun dégât. Je suis complètement trop fort par rapport à eux, hein. C'est normal, mais voilà. Les cartes qui ont été jouées, elles vont à la poubelle. Lui, il repioche 2 cartes. Tac, tac, tac. Lui, il repioche une carte. Voilà. Le combat est terminé. Et on peut donc continuer l'exploration. Voilà. Et là, j'avance encore un petit peu pour vous montrer ce qui se passe. Et bien là, il y a un autre exemple. Ok. Ça, c'est, en gros, vous gagnez un équipement. Et ça, c'est vous débloquer un schéma. Et un schéma, c'est quoi? Vous allez vous balader dans les zones. Au début, votre pile d'équipement, là, que j'ai là en main, elle est relativement grande. Au début, elle est toute petite. En fait, quand vous baladez dans les zones, vous pouvez parfois gagner des schémas. Et ces schémas, vous les prenez et vous les mettez de côté. Et si vous arrivez à terminer la zone, eh bien, les schémas sont débloqués. Ils sont ajoutés à la pile. C'est-à-dire qu'en fait, des schémas, c'est des équipements que vous n'avez pas encore débloqués, si vous voulez. Et là, il y a un aspect, c'est là où l'aspect roguelite, par exemple, rentre aussi en ligne de compte, c'est que vous allez pouvoir concrètement débloquer des équipements de plus en plus. Il y a aussi une mécanique qui permet d'épurer les cartes, qui dit, bah, vous pouvez regarder un peu votre pile d'équipements, virer des cartes définitivement, virer des cartes, un peu ça. C'est typiquement le genre de truc qu'on a fait sauter aussi, que j'aime pas. C'est-à-dire que si à un moment, je dois faire des runs inutile dans le simple but que le jeu me donne le droit d'épurer une pile qui maintenant est devenue trop épaisse, je vais m'épargner les 5 heures de jeu à faire des runs dans le vide et je vais me contenter de virer ce que j'aime pas. Parce que ça va pas m'apporter grand chose de taper dans le vent. Je suis pas un mec qui aime, quel que soit le jeu dans lequel je suis, j'aime pas le grind. J'aime pas ce fait de devoir jouer dans le vent pour gratter un truc qu'on pourrait me donner et que ça changerait rien si ce n'est que j'aurais gagné du temps. Ça me dérange pas pour la montée en puissance, ça me dérange pour l'épuration, par exemple. C'est assez particulier comme ressenti, hein. Ça se démonte facilement comme argument, mais voilà, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, les schémas, ça sert à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mécanique que vous n'avez pas vu? Vous avez vu à peu près tout, hein. Vous avez vu les déplacements ici. Quand j'arrive au bout, eh bien, j'enlève ce board, j'en mets un nouveau. Et après, il y a une mécanique de boss que je vais pouvoir vous montrer très rapidement. Est-ce que je peux prendre un boss? Là, je les ai mis sur le côté, ils sont pas trop loin, j'imagine. On va prendre le premier boss, hein, qui s'appelle le concierge. Alors le boss, c'est très simple, hein, pour ceux qui connaissent ODVDBT. Il a son propre deck de cartes. Chaque tour, il va jouer des cartes. De temps en temps, lui, par exemple, il a aussi des flammes qu'il va invoquer sur le plateau. Donc, il va y avoir un système de flammes qui débarque. Il a des cartes avec des attaques comme nous, donc différents, assez proches, en fait, pour ceux qui connaissent ODVDBT. Cette logique-là, hein, le boss, au lieu d'avoir une attaque, il en a plusieurs. On pioche la carte et on les joue. Et les boss, ils ont un peu plus de points de vie, ils sont en 2 phases, c'est-à-dire qu'il faut les tuer une première fois et après les tuer une deuxième fois et là c'est terminé. Changement de phase peuvent apporter des choses et quand tu as tué un boss, tu as officiellement réussi ce qu'ils appellent ta run, donc en fait ta partie si vous voulez. Et là en rentrant à la maison, eh bien tu as plein de goodies, tu as plein de trucs, tu débloques des schémas spécifiques aux boss, donc aller tarter les boss plusieurs fois, ça permet de débloquer des armes très fortes par exemple. Et là, c'est intéressant. Ça me dérange pas de grind pour les récupérer les équipements forts, mais juste pour virer des équipements que j'ai pas envie de jouer. Ben, c'est ça la différence, en fait. Ça me dérange pas de me battre pour aller chercher un truc que j'ai envie d'avoir. Ça me dérange de me battre pour enlever un truc que j'ai de toute façon déjà pas envie d'avoir. Vous voyez l'idée?
Au même titre que ça me dérange pas de faire de la muscu pour prendre du muscle, mais ça me dérange de juste passer l'aspirateur, ça m'emmerde. C'est pas fun de passer l'aspirateur. Je fais juste ça parce que j'ai pas envie d'avoir la poussière chez moi, par exemple. Mais vous voyez l'idée. Et là, je vous ai fait à peu près le tour de toutes les mécaniques du jeu. Vous avez vu. Alors, bien sûr, pardon, je rentre à la maison, j'ai des cellules. Ça, je vous explique rapidement. Donc, j'ai débloqué des nouveaux schémas qui vont là-dedans. Donc, mes personnages, ils vont pouvoir avoir des équipements qui sont de plus en plus balèzes, mais les dents vont à la poubelle, mais les cellules, je les garde. Et les cellules permettent d'acheter dans des piles qui sont ici. Je vais vous en montrer une, genre la brutalité, peu importe, dans l'état dans lequel elles sont actuellement. Au début, ça commence comme ça. Au début, ça commence avec un 2, pardon. Hop, voilà. Et là, il y a un 4. Donc, il faut que je dépense 4 cellules. Et à chaque fois que je fais ça, c'est marqué. Je prenais la carte du dessous du jeu. Donc, en gros, je prends la carte du dessous. Là, je vais me spoiler, c'est pas grave. Ah, bah là, ça passe à 5. Je vais en prendre une autre. Voilà, ça peut être genre. Tac, 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 tac. Ça peut être genre ça. Je vais aller un petit peu plus loin dans la pile. Je vais la remettre comme elle était, ne vous inquiétez pas. Qui me dit, bah, purger la carte équipement niveau 1. Donc, celle-là, je la vire et je mets ça à la place. Et prenez les 2 cartes du dessus les 1 et choisissant une pour. Un ou plusieurs pour équiper les prisonniers. Donc en gros, au lieu d'avoir un équipement au début de la partie, j'en aurai 2. Et donc je commence en étant un petit peu plus fort. C'est là que la partie roguelite aussi prend en ligne de compte. Et de temps en temps aussi, vous allez débloquer des cartes, des nouvelles cartes. Est-ce que j'en ai une là? Bah oui, des nouvelles cartes que vous débloquez. C'est vachement fort ça par exemple. Un de feu à tout le monde. Avec un perso comme le mien, ça peut vite être n'importe quoi. Concrètement, ça permet très très rapidement d'avoir des nouvelles cartes et vous pouvez rebuild votre deck entre chaque partie avant de repartir. Je crois qu'il y a juste une règle qui dit que vous devez avoir au moins 6 cartes. Vous n'avez pas le droit d'en avoir moins. Mais c'est comme ça qu'on débloque des cartes. Donc en fait, j'ai gagné des cellules, j'achète dans la pile, je dépile. Alors nous, on n'a pas triché, hein, on a dépilé au fur et à mesure. On a essayé d'être à peu près équilibré. En gros, dès qu'on est arrivé à un stade où c'était plus cher, on est passé à l'autre, tout simplement. Et ça nous permet effectivement de... Oh, je dis des conneries. Si à un moment, on a regardé les piles, à un moment, on l'a regardé. On s'est dit, tiens, c'est marrant, on n'a pas de nouvelles cartes parce qu'on avait acheté plein de choses. On s'est dit, mais c'est pas comme ça qu'on débloque des nouvelles cartes, est-ce qu'on a loupé un truc? Et en fait, c'est juste que les nouvelles cartes arrivaient un peu tardivement. Et j'ai dit, ok, non, c'est juste qu'il faut s'acharner sur une pile un peu et on va débloquer des nouvelles cartes. Donc, si j'ai regardé une fois. Tout à fait, tout à fait. Et donc, avec ces nouvelles cartes, on peut builder un perso qui va démarrer avec un peu plus de puissance. Donc, vous voyez, ça augmente pas la profondeur du jeu, ça augmente juste les possibilités de vos persos à chaque tour sur chacune des cartes. Mais le jeu ne se complexifie pas. Absolument pas. Vite fait, très vite fait, on pourrait dire, avec les équipements, ce qui fait que le jeu, il reste dans cette simplicité que tu abordes au début de la partie, ce qui n'est pas forcément une critique négative en soi. Moi, ça me laisse un peu sur ma faim. J'aurais eu envie d'avoir peut-être des effets avec des icônes, mais là, ils sont toutes à l'icône, il y a genre 4 icônes, donc c'est un peu bloqué, mais un petit peu plus chialé, du genre, ah ouais, bah, je prends cette carte, je la mets en dessous, je récupère, je joue le carte de ma défausse, des choses un petit peu comme ça, peut-être. Et ça manque un petit peu de cet aspect synergie qui fait exploser le jeu en termes de possibilités, qui moi me plaît, qui fait que j'aurais donné une meilleure note. Pour autant, le jeu il est ok, il est pas mauvais, il est joli. Moi je trouve ça joli, j'aime bien l'ADA de Dead Cells et j'aime bien l'ADA de ce jeu, il est coloré. Il y a pas mal d'humour aussi, c'est assez rigolo la manière dont sont expliquées les choses, tout ça. C'est fonctionnel, c'est cool, ça joue, c'est fun. Moi, j'ai passé une quinzaine d'heures. Il est loin d'être dans mon top 3, mais c'est un bon jeu. Et je regrette pas mon achat, ce qui est suffisamment rare hein, pour être noté. Pour le coup, les gens y mettent plutôt une bonne note. Et ouais, si t'es pas difficile, il a une très bonne note. Si t'es un peu taquin comme moi, il a une bonne note. Bon, il est 14, c'est bien. Ça me va. Donc voilà un petit tour pour Dead Cells. Il y en a qui m'avaient demandé au flip de vous donner mon avis, donc j'ai donné mon avis. J'espère que ça servira à certaines personnes. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez changé la manière de communiquer, si vous avez changé le fait de débloquer ou si vous suivez strictement tout le temps les règles. Et si vous suivez strictement les règles sur la communication, est-ce que vous galérez à progresser? Parce que nous, finalement, une fois qu'on avait compris les mécaniques du jeu, la progression a été assez linéaire mais naturelle. On est arrivé dans une zone, on se fait poutrer, ok, on l'a fait 2-3 fois, ça nous donne des cellules, on gagne un peu en puissance, on connaît un peu les monstres et là on passait la zone. On n'a pas fait 10-15 fois la même zone pour essayer désespérément de la passer. Globalement, c'est passé quoi. Une fois qu'on a eu notre montée en puissance, ça passait, c'était cool, c'était fonctionnel, franchement c'était bien. Je vous ai pas parlé de l'interbiome et de 2-3 autres mécaniques. Hein, au moment où on termine une zone, on en sort la nouvelle, on peut se soigner, on peut acheter un petit peu, etc. On peut dépenser les dents. C'est pas des infos qui vont changer ma vision ou votre vision du jeu, je pense. Je vous encourage une fois plus à aller voir des vidéos de règles. Il y a des gens qui font ça très bien, ce sera très cool. Voilà pour Dead Cells, c'est terminé. Donnez-moi votre avis en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir.
Je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous et vous le savez comme d'habitude, jouez à des jeux.